Jamais je n'aurais pensé, à 68 ans, me retrouver sur un lit d'hôpital, avec des côtes et une jambe cassée, et que mes enfants ne trouveraient pas le temps de me rendre visite. Il y a 2 jours à peine, j'étais pleine d'énergie et de projets. Mardi matin avait commencé comme d'habitude, une tisane, un porridge aux myrtilles et un œil sur les informations matinales. L'automne à Reims m'a accueilli avec sa fraîcheur et une pluie fine, mais cela ne m'a pas dérangé. Ce n'était rien, après 30 ans à la bibliothèque où je devais prendre les transports en commun par tous les temps. Et j'avais une excellente raison de sortir. C'était l'anniversaire de mon petit-fils Étienne, le fils de Delphine. Il fêtait ses 7 ans et je voulais lui offrir un cadeau spécial. Le garçon était fou de dinosaures, et la boutique, La Magie de la Science, de l'autre côté de la ville, vendait de superbes modèles interactifs. Ma vieille Honda a démarré au quart de tour et j'ai pris la route en répétant mentalement les mots que je dirais à mon petit-fils en le voyant. La dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a 2 mois. Delphine trouvait toujours des excuses pour que je ne vienne pas. Ils étaient occupés, malades, ou partis en week-end. Mais un anniversaire est une occasion spéciale, et j'étais sûre que cette fois, je pourrais passer du temps avec lui. La pluie s'est intensifiée alors que j'arrivais sur le boulevard principal. Les gouttes martelaient le toit et les essuie-glaces peinaient à suivre la cadence. J'ai allumé la radio pour égayer le trajet. Il passait du jazz, ma musique préférée, un goût dont aucun de mes enfants n'avait hérité. Vincent préférait le rock classique. Delphine aimait la pop moderne, et Tristan mettait toujours quelque chose d'électronique, incompréhensible à mes oreilles. Le feu devant moi est passé au vert et j'ai redémarré doucement. À cet instant, un SUV noir a surgi de nulle part sur ma droite. Il grillait le feu rouge à toute vitesse, sans ralentir. La dernière chose dont je me souviens, c'est le crissement assourdissant des freins, le fracas du métal, et cette étrange sensation que le temps ralentissait. Puis, le noir complet. Je me suis réveillée à l'hôpital. L'odeur âcre d'antiseptique, le bip des moniteurs et une douleur sourde dans tout mon corps furent les premières choses que j'ai perçues. Le plafond flottait devant mes yeux, et ma tête martelait comme si un petit forgeron y avait élu domicile. « Madame Fournier, vous m'entendez » a demandé une voix de femme. J'ai tourné la tête et vu une jeune infirmière aux yeux bienveillants, les cheveux roux sagement tirés en un chignon. Oui. Ma voix était rauque, méconnaissable. Que s'est-il passé ? Vous avez eu un accident. L'infirmière a ajusté la perfusion à côté de mon lit. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez une commotion cérébrale, 3 côtes cassées et une fracture de la jambe gauche, mais ça aurait pu être bien pire. De la chance ? C'est une drôle de façon de voir les choses. Je suis restée immobile, essayant de me remémorer les détails. Je m'appelle Julie Morin. Je serai votre infirmière, a-t-elle souri en écrivant quelque chose sur mon dossier. Le médecin va bientôt passer pour tout vous expliquer. En attendant, vous devez vous reposer. Mon téléphone. Ai-je murmuré, me souvenant soudain du cadeau. Je dois appeler mes enfants. C'est l'anniversaire de mon petit-fils. Julie a pris mon téléphone cabossé sur la table de chevet. Il a survécu à l'accident, mais la batterie est à plat. Je vais le mettre à charger, et dès qu'il aura repris un peu de force, vous pourrez appeler. J'ai hoché la tête et fermé les yeux. Des fragments de pensée tourbillonnaient dans ma tête. Un cadeau pour Étienne. Les factures non payées sur la table. Martha, ma chatte, que je n'avais pas nourrie avant de partir. Mon Dieu, qui allait s'occuper de ma chatte ? 1 heure plus tard, le médecin est arrivé. Le docteur Meunier, un homme d'un certain âge aux tempes grisonnantes et à la voix calme. Il m'a expliqué en détail mon état et a dit que je devrais passer au moins 1 semaine à l'hôpital. Le conducteur qui vous a percuté était ivre, a-t-il ajouté. La police s'en occupe déjà. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pas à m'inquiéter. J'ai failli rire. Ma voiture était détruite, j'étais clouée au lit et mon petit-fils n'aurait pas son cadeau. Et qui s'occuperait de Martha ? Quand le médecin est parti, Julie m'a apporté mon téléphone chargé. J'ai peiné à trouver le numéro de Vincent dans mes contacts. Mon fils aîné avait toujours été le plus responsable de mes enfants. Il a répondu après la 5e sonnerie. « Maman, je suis en réunion. » Sa voix était irritée. « Vincent, je suis à l'hôpital. » Ma voix tremblait. « J'ai eu un accident. Je suis gravement blessée. » Il y eut une longue pause. « Oh mon Dieu, ça va ?» Sa voix semblait inquiète. « Quel hôpital ?» Je lui ai donné le nom. « Je dois finir cette réunion. Ensuite, j'ai un rendez-vous client, a-t-il dit rapidement.
J'essaierai de passer ce soir ou demain. Tu as besoin de quelque chose? Il faut nourrir Martha, ai-je dit, sentant une boule se former dans ma gorge. J'appellerai la voisine. Madame, comment s'appelle-t-elle? Perrin. Françoise Perrin. C'est ça. Je lui demanderai de s'occuper de la chatte. Ne t'inquiète pas, maman. Tu es entre de bonnes mains. Je dois te laisser. Je te rappelle plus tard. Il a raccroché avant que je puisse dire un mot de plus. Je suis restée là, les yeux fixés sur le plafond, sentant une larme couler sur ma joue. Je me suis demandé s'il appellerait Françoise ou s'il oublierait, comme il avait oublié tant de promesses auparavant. L'appel suivant était pour Delphine. Son téléphone a sonné longtemps et j'allais raccrocher quand j'ai entendu la voix essoufflée de ma fille. Maman, je n'ai qu'une demi-minute. Je suis au travail. On est complètement débordé. Delphine, je suis à l'hôpital, ai-je dit, en essayant de paraître calme. J'ai eu un accident. Oh mon Dieu! Il y avait une peur sincère dans sa voix. C'est grave. Des côtes et une jambe cassée, une commotion. Les médecins disent que j'en ai pour au moins une semaine. Maman, je suis désolée, mais je ne peux pas venir maintenant. On a un audit du siège, je suis littéralement coupée en deux. Elle a fait une pause. Et c'est l'anniversaire d'Étienne aujourd'hui. On fait une fête. Je sais, ai-je dit doucement. J'allais lui chercher un cadeau quand c'est arrivé. Oh. Delphine était clairement décontenancée. Il ne fallait pas. Bref, j'essaierai de passer dans les prochains jours. Tu sais comme c'est difficile de trouver du temps. Je comprenais. J'ai toujours tout compris. Quand Alain m'a quitté pour Patricia, j'ai compris. Quand les enfants ont commencé à appeler et à venir de moins en moins, j'ai compris aussi. Toute ma vie était faite de compréhension et de pardon. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit. Fais un gros bisou à Étienne de ma part. Rétablis-toi vite, maman. Je suis désolée. Je dois te laisser. Et de nouveau, les bips courent. Je n'ai pas appelé Tristan tout de suite. Mon plus jeune fils était le plus irresponsable de tous, et je ne m'attendais pas à plus d'implication de sa part que des autres. Mais il était le seul qui passait parfois à l'improviste, même si c'était rare. Tristan n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message décrivant brièvement la situation et j'ai reposé le téléphone sur la table de chevet. La douleur s'intensifiait. Alors j'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Julie est apparue presque instantanément, comme si elle attendait derrière la porte. « Ça fait mal ?» a-t-elle demandé avec compassion. J'ai hoché la tête. « Je vais vous donner quelque chose contre la douleur », a-t-elle dit en préparant une seringue et en l'injectant dans la perfusion. « Vous vous sentirez mieux bientôt. »« Merci », ai-je murmuré. « Vous êtes très gentille. » Julie s'est assise sur le bord du lit. « Vous avez réussi à joindre votre famille. »« Oui », ai-je souri faiblement. « Ils sont très occupés. Ils ont beaucoup de choses à faire. » Julie n'a rien dit, mais j'ai vu de la compréhension dans son regard. Une vraie compréhension, pas la sympathie polie que les gens expriment par convenance. « J'ai une mère aussi », a-t-elle fini par dire. Elle habite en Bretagne. Je ne lui rends pas visite aussi souvent que je le devrais. Vous, les jeunes, vous avez votre propre vie, ai-je répondu automatiquement, une phrase que je m'étais répétée 1000 fois. Ce n'est pas une excuse, a dit Julie fermement. Aucune occupation ne peut être plus importante que la famille. Du moins, ça ne devrait pas. Je sentais l'antidouleur commencer à faire effet. Mes pensées devenaient brumeuses. Vous n'avez pas idée de l'importance de ces mots, ai-je marmonné en sombrant dans le sommeil. J'ai été réveillée par le bruit de la porte qui s'ouvrait. C'était Françoise, ma voisine et seule véritable amie à Reims. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon désordonné et elle tenait un petit sac. « Hélène, ma chère !» s'est-elle exclamée en s'approchant du lit. « Quelle horreur ! Votre fils m'a appelé il y a 1 heure. » Vincent n'avait donc pas oublié. Une petite victoire. « Françoise !» ai-je souri, ressentant un soulagement inattendu à la vue de ce visage familier. « Comment êtes-vous venue ? » En taxi, bien sûr. À mon âge, on ne conduit plus, surtout par ce temps, a-t-elle grogné en s'installant dans le fauteuil à côté du lit. J'ai nourri Martha. Ne vous inquiétez pas. Je passerai la voir tous les jours jusqu'à votre retour. Merci, ai-je dit, sentant mes yeux s'embuer. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. N'importe quoi, a balayé Françoise.
C'est à ça que servent les voisins. Vos enfants viennent. J'ai détourné le regard. Ils sont occupés. Ils ont du travail, des choses à faire. N'importe quoi, s'est exclamée Françoise, indignée. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à faire quand leur mère est à l'hôpital? Mon fils a une entreprise à Londres, et il a pris le premier avion quand je me suis cassé le poignet l'hiver dernier. Je ne savais pas quoi dire. Françoise a toujours parlé sans détour. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'appréciais notre amitié. Pas de faux semblants. Delphine organise l'anniversaire d'Étienne, ai-je dit, essayant de justifier ma fille. Vincent a des réunions importantes et vous, vous avez des côtes et une jambe cassée. M'a interrompu Françoise. Pour l'amour de Dieu, Hélène, quand allez-vous cesser de leur trouver des excuses? Ce sont des adultes, mais ils se comportent comme des adolescents gâtés. J'ai fermé les yeux. La douleur revenait, et pas seulement la douleur physique. Je ne veux pas être un fardeau, ai-je dit doucement. Ils doivent vivre leur vie. Françoise a soupiré et m'a pris la main. Vous êtes leur mère, pas un fardeau. Vous avez tout sacrifié pour eux après que ce salaud d'Alain soit parti. Et qu'avez-vous eu en retour? Je me suis souvenu de ces années difficiles après le départ d'Alain. Comment je cumulais 2 emplois à la bibliothèque. Comment j'économisais surtout pour que les enfants aillent dans de bonnes écoles. Comment j'ai refusé la demande en mariage d'Henri Lefebvre parce que Delphine ne voulait catégoriquement pas d'un nouveau père. Toute ma vie avait été consacrée à mes enfants. Et me voilà, allongée seule dans un hôpital. Et la seule personne qui a trouvé le temps de me rendre visite est ma voisine de 73 ans. Ils sont juste occupés, ai-je répété obstinément, refusant d'admettre l'évidence. D'accord, n'en parlons plus, a cédé Françoise. Je vous ai apporté une chemise de nuit, une brosse à dents et des fruits. Le médecin a dit que vous pouviez en manger. Merci. J'ai serré sa main. Vous êtes une véritable amie. Françoise est restée avec moi pendant 1 heure. Elle m'a raconté les dernières nouvelles du quartier, a médit sur la nouvelle famille qui avait emménagé dans la maison d'en face, et m'a fait sourire malgré la douleur. Quand elle est partie, en promettant de revenir demain, la chambre m'a soudain semblé vide et froide. Le soir, Tristan a appelé. Il semblait coupable. Maman, je viens de voir ton message. Merde, c'est horrible. Comment tu vas? J'ai connu mieux, ai-je répondu honnêtement. Mais les médecins disent que ça va guérir. Je viendrai bien, mais je suis à Lille au salon de l'auto. Je ne rentre pas avant dimanche. 4 jours. Mon fils serait de retour dans 4 jours. Je me suis demandé s'il trouverait le temps de me rendre visite à ce moment-là. Ce n'est pas grave, mon chéri, ai-je menti, comme d'habitude. Prends soin de toi. Toi aussi, maman. Rétablis-toi vite. J'appelle demain. Je savais qu'il n'appellerait pas. Tristan était toujours généreux en promesses, mais avare pour les tenir. La nuit à l'hôpital a été longue. Je suis restée allongée, les yeux dans le noir, à penser à ma vie. Où avais-je fait une erreur? Quand mes enfants étaient-ils devenus si étrangers? Peut-être les avais-je trop protégés, ou au contraire, pas assez sermonnés. Le matin, j'ai été réveillée par un appel de Delphine. Maman, comment vas-tu? Sa voix semblait préoccupée. Pareil, ai-je répondu. Comment s'est passé l'anniversaire d'Étienne? Super. Il a adoré ses cadeaux. D'ailleurs, il a demandé de tes nouvelles. Mon cœur a raté un battement. Vraiment? Oui. Il voulait savoir pourquoi tu n'étais pas venu. Je lui ai dit que tu n'étais pas en forme. Pas en forme. Quelle façon intéressante de décrire des côtes et une jambe cassée. Tu aurais pu lui dire la vérité, ai-je fait remarquer. Les enfants doivent comprendre ce qui se passe dans la famille. Maman, il a 7 ans. Pourquoi traumatiser l'enfant? La voix de Delphine était teintée d'irritation. Bref, j'essaierai de passer ce week-end. Peut-être même avec Étienne. Essayez. Peut-être. Des mots que j'avais trop souvent entendus. Je vous attendrai, fut tout ce que j'ai dit. Julie est entrée pour vérifier mon état et changer mes pansements. Elle travaillait avec soin et douceur, essayant de me faire le moins mal possible. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? A-t-elle demandé. Un peu mieux, ai-je répondu. Merci pour votre sollicitude. Julie a souri. C'est mon travail, mais vous êtes une patiente agréable. Certains deviennent de vrais tyrans quand ils sont malades.
J'ai travaillé assez longtemps avec le public pour savoir à quel point la politesse est importante, ai-je dit. 35 ans dans une bibliothèque, ça vous apprend beaucoup. Vous étiez bibliothécaire. Julie a haussé les sourcils avec intérêt. Ça doit être fascinant d'être entouré de livres. Ça l'est, ai-je dit, sentant une chaleur intérieure au souvenir. C'est le meilleur métier du monde pour quelqu'un qui aime la littérature et le calme. Nous avons parlé un peu plus de livres, et j'ai été surprise de découvrir que cette jeune femme partageait mon amour pour la littérature classique. Quand elle est partie, j'ai pensé qu'une étrangère avait montré plus d'intérêt pour ma vie que mes propres enfants. La journée s'est éternisée. J'ai somnolé, regardé la télévision et lu un vieux magazine laissé par un patient précédent. Vincent n'a pas appelé. Delphine n'a pas appelé. Tristan, comme je le soupçonnais, n'a pas appelé non plus. Le soir, Françoise est arrivée avec une soupe maison dans un thermos. La nourriture de l'hôpital est un crime contre l'humanité, a-t-elle déclaré en versant la soupe dans une tasse. Manger quelque chose de vrai. La soupe était délicieuse. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim avant de commencer à manger. Comment va Martha? Ai-je demandé entre deux cuillerées. Tu lui manques, mais elle va bien dans l'ensemble. Françoise a fait une pause. Tes enfants ont appelé. J'ai secoué la tête. Delphine a promis de venir le week-end prochain. Je le croirai quand je le verrai, a reniflé Françoise. Nous sommes restées silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. Tu sais, ai-je fini par dire, j'allais chercher un cadeau pour Étienne quand j'ai eu l'accident. Je voulais lui acheter un dinosaure interactif. Il les aime tellement. Et tu as traversé la ville par ce temps pour ça, a secoué la tête Françoise. Hélène, tu es trop bonne avec eux. C'est mon petit-fils, ai-je répondu simplement. Je l'aime. Françoise a soupiré. Je sais, mais parfois je pense que tu les aimes tous plus qu'ils ne le méritent. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Qu'elle avait raison. Que mes enfants avaient depuis longtemps dépassé mon amour et mes soins. Que je me sentais inutile et oubliée. Quand Françoise est partie, je suis restée éveillée longtemps, pensant à quel point la vie était étrange. Il y a 25 ans, je n'aurais pas pu imaginer que mes enfants deviendraient de tels étrangers. Je me souvenais leur lire des histoires pour s'endormir, les aider avec leurs devoirs, les soutenir dans tout ce qu'ils faisaient. Où était passée cette proximité? Quand avait-elle disparu? Peut-être que ça a commencé après le départ d'Alain. Il nous a quittés pour sa secrétaire, Patricia, qui avait 15 ans de moins que moi. À l'époque, les enfants étaient adolescents. Vincent avait 16 ans, Delphine 13 et Tristan 10. Ils ont tous eu du mal à gérer la trahison de leur père, chacun à sa manière. Vincent s'est renfermé sur lui-même, Delphine est devenue agressive, et Tristan a commencé à sécher les cours. J'ai essayé de toutes mes forces de maintenir la famille unie, m'épuisant au travail et m'oubliant moi-même. C'est peut-être là que j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être dû penser à moi aussi, pas seulement aux enfants. Leur montrer l'exemple d'une femme forte qui ne s'effondre pas après une trahison, mais qui se construit une nouvelle vie. J'ai soupiré et fermé les yeux. Je ne pouvais pas changer le passé. Mais que pouvais-je faire maintenant, à part accepter que mes enfants vivent leur propre vie dans laquelle on m'avait assigné un second rôle, ou essayer de changer la situation? Je n'avais pas la réponse. Je me sentais perdue et seule, allongée dans une chambre d'hôpital, attendant mes enfants qui, très probablement, ne trouveraient jamais le temps de rendre visite à leur mère. La semaine à l'hôpital s'est éternisée. Chaque jour était le même, visite du médecin, procédures, injections, pilules et longues heures de solitude. Françoise venait tous les jours, apportant des plats faits maison et des nouvelles du monde extérieur. Julie est devenue mon allié tacite, restant dans la chambre plus longtemps que nécessaire, racontant des histoires drôles de la vie hospitalière et me prêtant des livres de sa collection. Mes enfants ne sont jamais venus. Vincent a appelé 2 fois, s'excusant à chaque fois d'être occupé. Delphine a envoyé un bouquet de fleurs avec une carte qui disait « Rétablis-toi vite, maman. Bisous, Delphine et Étienne ». Tristan ne s'est pas manifesté du tout, comme s'il avait disparu. Le 8e jour, le docteur Meunier m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. La guérison se passe bien, mais il faudra du temps pour vous rétablir complètement, a-t-il dit en examinant ma jambe plâtrée. Vous aurez besoin de béquilles, et il serait préférable que quelqu'un soit là pour vous aider à la maison au début. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Qui était ce mystérieux, quelqu'un, qui m'aiderait? Certainement pas mes enfants.
Avez-vous de la famille qui pourrait s'occuper de vous? A demandé le médecin, remarquant ma confusion. Oui, bien sûr, ai-je menti, ne voulant pas paraître pathétique. Le médecin n'a pas semblé me croire, mais il n'a pas insisté. Dans ce cas, je vous autorise à sortir demain matin. L'infirmière Morin vous expliquera tous les détails des soins à domicile. Après son départ, j'ai appelé Françoise. Elle a accepté sans hésiter de m'aider à rentrer. Et j'ai une fois de plus remercié ma bonne étoile d'avoir une telle voisine. Je vais appeler votre fils, a dit fermement Françoise. Au moins, qu'il vous ramène à la maison. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas, ai-je dit. Il est occupé. Et j'ai hésité, ne voulant pas dire à voix haute ce qui me tourmentait depuis tous ces jours. Mes enfants s'en fichaient, tout simplement. N'importe quoi, a reniflé Françoise. Je l'appelle moi-même. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à Vincent, mais le lendemain matin, il s'est présenté à l'hôpital, maussade et clairement mécontent. Il portait un costume cher et tenait un dossier. Maman, il m'a embrassé sur la joue. Comment vas-tu? Mieux, ai-je répondu, essayant de cacher ma joie de le voir. Merci d'être venu. J'ai annulé une réunion pour ça, a-t-il dit, et j'ai entendu un reproche dans sa voix. J'espère que ça ne prendra pas longtemps. J'ai une présentation à 14 heures. J'ai senti quelque chose se serrer en moi. Mon fils parlait comme si j'avais délibérément provoqué l'accident pour perturber ses plans. Ça ne prendra pas longtemps, ai-je répondu doucement. Les formalités n'ont en effet pas pris longtemps. Julie m'a aidé à rassembler mes affaires et m'a montré comment utiliser les béquilles. Quand nous avons quitté l'hôpital, Vincent tapotait impatiemment ses clés de voiture dans sa paume. Le trajet du retour a été tendu et silencieux. Vincent a mis les informations économiques et répondait de temps en temps à des appels en haut-parleur. Je regardais par la fenêtre les maisons et les arbres qui défilaient, essayant de ravaler la boule dans ma gorge. Quand nous sommes arrivés devant ma maison, Françoise attendait déjà sur le porche. Elle m'a aidé à sortir de la voiture et a pris mon sac pendant que je m'habituais aux béquilles. Merci, Vincent, ai-je dit en me tournant vers mon fils, qui n'était même pas sorti de la voiture. De rien, maman, a-t-il répondu. Je t'appelle dans quelques jours. Rétablis-toi bien. Et il est parti, me laissant avec Françoise sur le trottoir. Oh, celui-là, a commencé Françoise, mais je l'ai interrompu. Non, ne dis rien, ai-je dit. Entrons. Je suis fatiguée. Ma petite maison à 2 étages m'a accueilli avec silence et fraîcheur. Françoise a immédiatement allumé le chauffage et mis la bouilloire en marche. Martha, ma chatte tigrée grise, est sortie prudemment de sa cachette sous le canapé et s'est approchée de moi en reniflant mes béquilles. Bonjour, ma petite, ai-je dit en me penchant difficilement pour la caresser. Je t'ai manqué. La chatte a ronronné et s'est frottée contre ma jambe saine. Elle ne quittait pas la porte quand je venais la nourrir, a dit Françoise en m'aidant à m'installer sur le canapé. Elle t'attendait, c'est sûr. J'ai souri, sentant mes yeux s'embuer. Au moins quelqu'un avait besoin de moi dans ce monde. Françoise a apporté du thé et des biscuits faits maison. Nous nous sommes assises dans le salon, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie chez moi. Je vous ai préparé quelques plats, a dit Françoise. Ils sont au frigo. Il suffit de les réchauffer. Et je passerai tous les jours pour aider avec le ménage et le reste. Vous êtes trop gentille avec moi, ai-je dit. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne soyez pas sotte, a-t-elle balayé. Vous auriez fait la même chose pour moi. C'était vrai. Quand Françoise s'était cassé le poignet il y a 2 ans, je l'avais aidée pour les courses et le ménage. Mais ce qu'elle faisait pour moi maintenant allait bien au-delà de la simple aide entre voisins. Après le départ de Françoise, je me suis retrouvée seule dans une maison qui semblait soudain trop grande et vide. J'ai peiné à me lever sur mes béquilles et j'ai clopiné jusqu'à la cuisine pour me servir une autre tasse de thé. Les dessins d'Étienne étaient épinglés sur le réfrigérateur, seul rappel que j'avais une famille. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, une jeune mère se promenait avec une poussette. Elle se penchait dessus, murmurant tendrement quelque chose à son enfant. Et je me suis soudain souvenu de moi, il y a 20 ans. J'étais comme elle, une jeune mère amoureuse de ses enfants. Quand Vincent est né, je pensais qu'il ne pouvait y avoir de plus grand bonheur. Je pouvais le regarder dormir pendant des heures, de peur de manquer un seul de ses mouvements. Alain travaillait tard, construisant sa carrière dans un cabinet d'avocat,
et toute la responsabilité de l'enfant reposait sur mes épaules. Mais je ne me plaignais pas. J'aimais mon fils et mon mari, et je croyais que tous nos sacrifices seraient récompensés. Quand Delphine est née, Vincent n'avait que 3 ans. Il était jaloux, exigeait de l'attention, et j'étais tiraillée entre 2 enfants, essayant de n'en négliger aucun. Alain était déjà devenu associé junior au cabinet et ne rentrait que pour dormir. Je me souviens l'avoir supplié de passer plus de temps avec les enfants, mais il répondait toujours la même chose. Je fais ça pour vous, pour que vous ayez le meilleur. Le meilleur? Qu'est-ce que ça voulait dire? Des jouets chers, des écoles prestigieuses, une grande maison? Mes enfants avaient besoin d'un père, pas de son argent. Mais je me taisais, de peur de détruire le monde fragile que nous avions créé. Tristan est né quand j'avais 29 ans. À ce moment-là, je travaillais à temps partiel dans une bibliothèque, essayant de jongler entre la maternité et une carrière. Alain est devenu associé principal du cabinet et n'était presque jamais à la maison. Je me souviens comment il a manqué le premier anniversaire de Tristan à cause d'une affaire importante, et le deuxième aussi. Et le troisième. Notre mariage s'effritait, mais je m'y accrochais de toutes mes forces. Pour le bien des enfants, me disais-je, ils ont besoin d'une famille complète. Ironiquement, tous mes sacrifices ont été vains. Alain est parti quand même, quand il a rencontré la jeune et ambitieuse Patricia. Elle me comprend, Hélène, a-t-il dit en faisant ses valises. Elle partage mes ambitions. Toi, tu as toujours pensé uniquement aux enfants. Comme si c'était un crime de penser à ses enfants. J'ai soupiré et bu une gorgée de mon thé froid. Après le départ d'Alain, j'ai dû prendre un poste à temps plein à la bibliothèque. Nous n'avions toujours pas assez d'argent, malgré la pension alimentaire qu'il versait irrégulièrement. Je prenais des heures supplémentaires, donnais des cours de soutien, tout pour que mes enfants ne manquent de rien. Vincent avait 16 ans à l'époque, et il est soudain devenu renfermé et maussade. Je me souviens avoir essayé de lui parler, mais il me repoussait. « Tout va bien, maman. Laisse-moi tranquille. » Il a commencé à passer de plus en plus de temps avec ses amis, à rentrer tard, et je ne savais pas comment l'atteindre. Delphine, qui avait 13 ans, a réagi encore plus mal. Elle m'a reproché le départ de son père. « Si tu avais été plus intéressante, il ne serait pas parti, m'a-t-elle dit un jour. Et ces mots brûlent encore dans mon cœur. J'ai essayé de lui expliquer que les relations d'adultes sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Mais elle ne voulait pas écouter. Seul Tristan, mon plus jeune, est resté proche. Il n'avait que 10 ans et avait encore besoin de sa mère. Nous nous asseyions souvent ensemble sur le canapé, à lire des livres ou à regarder des dessins animés, pendant que les aînés vivaient leur propre vie, séparés de la nôtre. Mais avec le temps, lui aussi s'est éloigné. À 14 ans, Tristan a fréquenté de mauvaises compagnies, a commencé à sécher les cours, et je devais me précipiter à des réunions avec le proviseur au lieu de prendre ma pause déjeuner. Je me souviens l'avoir supplié de se ressaisir, pleurant la nuit, craignant de le perdre lui aussi. Heureusement, Tristan a repris ses esprits. Ça ne s'est pas fait tout de suite, et non sans mal, mais à 18 ans, il avait redressé la barre, obtenu son bac et s'était même inscrit à l'université, bien qu'il n'ait pas terminé. Au lieu de ça, il a trouvé un emploi dans une concession automobile où il travaille encore aujourd'hui. Un appel téléphonique m'a tiré de mes souvenirs. J'ai peiné à me lever, et en m'appuyant sur mes béquilles, j'ai clopiné jusqu'au téléphone. « Allô, maman. C'est Delphine. Comment vas-tu? » « Salut, ma chérie, ai-je dit, sentant mon cœur s'emballer de joie. Je suis à la maison. Vincent m'a ramené ce matin. Oh, tant mieux, a-t-elle dit, semblant soulagée. Je voulais proposer de t'aider, mais si Vincent s'est déjà occupé de tout. Il m'a juste déposé et il est parti, ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. Il avait une présentation. Oh, je vois. Delphine a fait une pause. Je passerai bien. Mais Étienne a son entraînement de foot et ensuite on doit aller chez le dentiste. Peut-être ce week-end. Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu automatiquement. Ne t'inquiète pas. Tu as besoin de quelque chose? Des courses ou des médicaments? Non, merci. Françoise s'est occupée de tout. Ta voisine. Il y avait une pointe d'irritation dans la voix de Delphine. Maman, tu ne devrais pas importuner les autres. Nous sommes ta famille. J'ai eu du mal à réprimer un rire amer. Ma famille, qui n'avait pas trouvé le temps de me rendre visite à l'hôpital ni de m'aider à rentrer. Françoise n'est pas une inconnue pour moi, ai-je dit doucement. C'est mon amie. Peu importe. C'est gênant,
a insisté Delphine. Écoute, je vais parler à Vincent. Peut-être qu'on peut engager une infirmière pour les premiers jours. Une infirmière? Mes enfants voulaient engager une étrangère pour ne pas avoir à passer leur précieux temps à s'occuper de leur mère. Non, ai-je dit fermement. Je me débrouillerai seule. De plus, Françoise est heureuse de m'aider. Delphine a soupiré. D'accord, comme tu veux. Mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, ai-je répondu, sachant que je n'appellerai jamais. Après avoir parlé à Delphine, je me suis sentie encore plus seule. J'ai lentement regagné le salon et allumé la télévision pour remplir la maison d'un peu de bruit. Martha a sauté sur le canapé et s'est blottie contre moi, ronronnant doucement. Un vieil album photo traînait sur la table basse. Je l'ai attrapé et l'ai ouvert, voulant me replonger dans le passé, quand mes enfants m'aimaient encore. La première photo était d'Alain et moi, le jour de notre mariage. Si jeune, si heureux. J'étais dans une simple robe blanche, lui dans un costume sombre. Nous nous regardions avec amour, inconscients de ce qui nous attendait. La page suivante montrait Vincent nouveau-né, un petit paquet dans une couverture bleue, son petit visage rouge plissé dans une grimace. Alain se tenait à côté du berceau, fier et confus à la fois. J'ai tourné les pages et toute ma vie a défilé devant mes yeux. Les premiers pas de Delphine, l'Adam perdu de Tristan, les voyages à la mer, les spectacles de l'école, les remises de diplômes. Tant de moments, tant de souvenirs. Voici Vincent recevant son diplôme. Sérieux et déterminé. Voici Delphine dans sa robe de bal de promo. Si belle à en couper le souffle. Voici Tristan avec sa première prime de la concession automobile, souriant si largement que toutes ses dents sont visibles. J'ai fermé l'album, sentant les larmes monter. Où tout cela était-il passé? Quand mes enfants avaient-ils cessé d'avoir besoin de moi? Quand suis-je devenu un fardeau pour eux? Quelqu'un à qui rendre visite les jours fériés, s'ils n'ont pas d'autres projets? Peut-être que j'attends trop. Peut-être que c'est comme ça que ça doit être. Les enfants grandissent. Ils ont leur propre vie, leurs propres soucis et problèmes. Mais est-il vraiment impossible de trouver une heure par semaine pour sa mère? Je me suis souvenu de ma mère, décédée il y a 10 ans. Je lui rendais visite tous les week-ends, malgré mon travail et mes enfants. Nous buvions du thé, parlions de livres, regardions de vieux films. Je n'ai jamais considéré cela comme un devoir. C'était une joie, une occasion d'être avec quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement. Maintenant, je comprends à quel point ce temps était important pour elle, comment elle attendait mes visites, comment elle s'y préparait, cuisinant mes biscuits préférés et sortant sa plus belle porcelaine pour le thé. Et mes enfants, ils n'avaient même pas appelé pour savoir comment s'était passée ma première journée de retour de l'hôpital. La sonnette a interrompu mes sombres pensées. Je me suis levée avec difficulté et, en m'appuyant sur mes béquilles, je suis allée ouvrir. Un livreur se tenait sur le seuil avec un grand carton. « Livraison pour Hélène Fournier », a-t-il dit en me tendant une tablette pour signer. J'ai maladroitement signé et pris le carton, me demandant qui aurait pu m'envoyer quelque chose. De retour dans le salon, je l'ai ouvert et j'ai trouvé une liseuse électronique avec un mot à l'intérieur. « Maman, j'espère que cela t'aidera à passer le temps pendant ta convalescence. Vincent. » J'ai souri, sentant une chaleur inattendue dans ma poitrine. Mon fils aîné avait pensé à moi, après tout. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'ils ne savaient tout simplement pas comment montrer leur amour. J'ai allumé l'appareil et j'ai constaté qu'il était déjà chargé de dizaines de livres. Mes classiques préférés, des best-sellers contemporains, plusieurs biographies. Vincent connaissait bien mes goûts littéraires. C'était un petit geste, mais il signifiait plus pour moi que Vincent ne pourrait jamais l'imaginer. J'ai serré la liseuse contre ma poitrine, sentant les larmes couler sur mes joues. Peut-être que je suis trop dure avec mes enfants. Peut-être qu'ils montrent juste leur amour à leur manière. Je me suis souvenu du bouquet de Delphine et de la carte signée par elle et Étienne. Peut-être qu'il y avait de l'attention dans leurs mots secs, après tout, et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être allongée à l'hôpital, seule et effrayée, et que mes enfants étaient trop occupés pour me rendre visite. Je me suis souvenu de Vincent se plaignant d'une réunion annulée alors qu'il me ramenait à la maison. De Delphine suggérant d'engager une infirmière au lieu de m'aider elle-même. Non, ce n'était pas juste une autre façon de montrer de l'amour. C'était un manque d'amour, ou du moins, un manque d'attention. Mes enfants étaient devenus égoïstes, et peut-être que j'en étais en partie responsable. Je les avais surprotégés après le départ d'Alain, essayant de compenser son absence.
J'ai tout fait pour eux. Résolu leurs problèmes. Sacrifié mes propres désirs pour leur bien-être. Et voilà le résultat. Des adultes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Tristan a appelé le soir. Salut, maman. Sa voix était enjouée, comme toujours. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais sortie de l'hôpital. Oui, je suis à la maison, ai-je répondu, heureuse d'entendre mon plus jeune fils. Super. Je vais passer samedi, si ça ne te dérange pas. J'apporterai une pizza, et on pourra regarder un film ensemble. J'ai souri. Tristan avait toujours été le plus sociable de mes enfants. Bien sûr, mon chéri. Je serai heureuse de te voir. Et ta jambe? Ça fait très mal. C'est supportable, ai-je répondu honnêtement. Les médecins disent que ça guérit bien. C'est génial. Tristan a fait une pause. Écoute, maman. Je suis désolée de ne pas être venue à l'hôpital. J'étais vraiment coincée à Lille. Je comprends, ai-je dit. Et cette fois, je comprenais. Vraiment. Tristan avait toujours été comme ça, léger mais sincère. Il ne prétendait pas être occupé comme Vincent, et ne feignait pas l'inquiétude à distance comme Delphine. Il vivait simplement sa vie et n'en avait pas honte. Je te ramènerai un souvenir, a-t-il promis. C'est un truc marrant pour la cuisine. Tu vas aimer. Merci, mon chéri. Je t'attendrai. Après avoir parlé à Tristan, je me sentais mieux. Au moins un de mes enfants me rendrait visite. Était-ce suffisant? Non, mais c'était quelque chose. J'ai allumé ma nouvelle liseuse et j'ai choisi un roman de Jane Austen. La lecture avait toujours été mon refuge, un moyen d'échapper à la réalité et d'entrer dans des mondes où le bien était récompensé et le mal puni, où les liens familiaux étaient forts et indestructibles. Martha s'est blottie sur mes genoux, ronronnant doucement. Il commençait à faire nuit dehors, et je pensais que je devrais me lever pour allumer la lumière, mais la fatigue a eu raison de moi. J'ai fermé les yeux, décidant de me reposer juste une minute, et je me suis endormie sans m'en rendre compte. J'ai rêvé du passé. Les enfants et moi étions en pique-nique dans le parc. Alain lançait une balle à Vincent. Delphine tressait une couronne de fleurs. Et le petit Tristan était assis sur mes genoux, passant ses mains dans l'herbe. Tout le monde était heureux. Tout le monde était ensemble. Je me suis réveillée avec un sourire qui s'est rapidement estompé quand j'ai réalisé la réalité. Une maison sombre, un chat endormi, et moi. Une femme seule avec une jambe cassée et un cœur brisé. En soupirant lourdement, j'ai allumé la lampe et regardé l'horloge. Il était presque 21 heures. L'heure de prendre mes médicaments et de me préparer pour la nuit. Demain serait un autre jour, et peut-être apporterait-il quelque chose de bon. Le samedi, que j'attendais avec impatience à cause de la visite promise de Tristan, a commencé par un appel téléphonique. « Maman, je suis désolée, mais je ne peux pas venir. » La voix de mon plus jeune fils était coupable. On a un inventaire surprise au garage et tout le monde a été rappelé. J'ai fermé les yeux, essayant de cacher ma déception, même si Tristan ne pouvait pas me voir à travers le téléphone. « Ce n'est pas grave, mon chéri, ai-je dit, en essayant de donner à ma voix un ton insouciant. Le travail, c'est le travail. Vraiment? Tu n'es pas fâché? Je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Je viendrai la semaine prochaine. Promis. Bien sûr, ai-je répondu, sachant que cela n'arriverait probablement pas. Bon courage pour l'inventaire. J'ai raccroché et soupiré lourdement. Une autre journée de repos seul. Françoise était partie rendre visite à son fils à Londres et ne serait pas de retour avant lundi. J'étais livrée à moi-même. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de sortir pour la première fois depuis l'accident. Le médecin avait dit que de courtes promenades étaient bonnes pour moi, tant que je ne forçais pas. J'ai enfilé un manteau léger, l'automne à Reims était doux et, armé de mes béquilles, j'ai lentement descendu les marches. Le soleil réchauffait mon visage et une légère brise faisait bruisser les feuilles des arbres. Je me suis déplacée prudemment le long du trottoir, profitant de l'air frais après avoir été confinée si longtemps. Le garçon du voisin, Jérémy, faisait du vélo et m'a salué poliment. Madame Collin, une dame âgée d'en face, m'a fait un signe de la main depuis son porche. Je n'avais pas prévu d'aller loin, mais peu à peu, je suis arrivée jusqu'à un petit parc au bout de notre rue. Là, je me suis installée sur un banc, étirant ma jambe endolorie, et j'ai regardé les enfants jouer et leurs parents. De jeunes mères surveillant chaque pas de leurs tout-petits. Des pères lançant leurs enfants en l'air sous leurs cris joyeux. Des grands-parents poussant patiemment leurs petits-enfants sur les balançoires.
En les regardant, je me suis souvenu de l'époque où j'amenais mes propres enfants ici. Comment Vincent était tombé un jour de la cage à écureuils et s'était ouvert le genou. Et je l'avais ramené à la maison dans mes bras, en lui murmurant des mots de réconfort. Comment Delphine avait glissé seule sur le toboggan pour la première fois, le visage rayonnant de fierté. Comment le petit Tristan collectionnait les feuilles et me les apportait comme s'il s'agissait de trésors précieux. Où tout cela était-il passé? Quand mes enfants étaient-ils devenus si froids et indifférents? Une jeune femme avec une petite fille s'est assise sur le banc à côté de moi. La petite fille, âgée de 3 ou 4 ans, a regardé curieusement mes béquilles. « Tu es blessée ?» a-t-elle demandé en s'approchant. « Eh là, n'embête pas la dame, » a dit sa mère. « Ce n'est rien, » ai-je souri. « Oui, ma chérie. J'ai eu un accident et je me suis cassé la jambe, mais ça va bientôt guérir. » La fille a hoché la tête sérieusement, comme si elle comprenait parfaitement la situation. « Ma mamie aussi, elle s'est cassé la jambe, » a-t-elle dit. « Maman et moi, on va la voir tous les jours et on lui apporte des gâteaux. » J'ai regardé la jeune femme, qui a souri timidement. « Ma mère habite de l'autre côté de la ville, » a-t-elle expliqué. « Elle est tombée récemment dans les escaliers. Ella est très proche de sa grand-mère. »« C'est merveilleux, » ai-je dit, ressentant un pincement d'envie. « Votre mère a de la chance d'avoir une fille et une petite fille si attentionnées. » La femme a haussé les épaules. « C'est normal, non? Les familles sont censées se soutenir. » Les familles sont censées se soutenir. Une pensée si simple, si évidente. Mais alors, pourquoi ma famille ne me soutient-elle pas? Après le parc, j'ai décidé de m'arrêter dans une petite épicerie au coin de la rue. J'avais besoin de lait et de pain, et j'ai décidé que je pouvais gérer cette petite course seule. Se déplacer avec des béquilles et porter des courses en même temps était plus difficile que je ne le pensais. Je me déplaçais lentement entre les rayons, essayant de ne pas gêner les autres clients. Quand je suis finalement arrivé à la caisse, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. « Je peux vous aider à porter vos courses à la maison ?» a demandé la caissière, une jeune femme aux yeux bienveillants. « Non, merci. Je vais me débrouiller, » ai-je répondu automatiquement, même si je savais que ce ne serait pas facile. « Vous êtes sûr ?» a-t-elle demandé, regardant d'un air dubitatif mes béquilles et le sac de courses. « Mon frère peut vous raccompagner. Il termine bientôt son service. » Je voulais refuser à nouveau, mais ensuite je me suis dit, pourquoi devrais-je tout faire moi-même? Pourquoi ne puis-je pas accepter de l'aide quand elle est sincèrement offerte? Ce serait très gentil, ai-je dit en souriant. Merci. Le frère de la caissière, un adolescent d'environ 16 ans, m'a raccompagné chez moi, adaptant patiemment son rythme au mien. Il m'a parlé de l'école et de son rêve d'aller à l'université pour étudier l'ingénierie. Et je me suis surprise à penser que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais une conversation normale et détendue avec quelqu'un d'autre que Françoise. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé un message des services sociaux sur mon répondeur. Une voix de femme disait qu'une assistante sociale viendrait chez moi après-demain pour évaluer ma situation et déterminer le type d'aide dont je pourrais avoir besoin. Je ne me souvenais pas que quelqu'un ait contacté les services sociaux en mon nom. C'était peut-être une procédure standard pour les personnes âgées ayant subi un traumatisme. Ou peut-être que l'hôpital avait envoyé une demande, voyant que je n'avais aucun soutien familial. Lundi, Françoise est revenue, chargée de souvenirs de Londres et d'histoires sur son fils et ses petits-enfants. Elle a apporté une soupe maison et des pâtisseries fraîches, et nous avons passé la soirée à boire du thé et à discuter. Mon Henri m'a proposé de m'installer chez eux, a dit Françoise en remuant son thé. Ils ont une grande maison, une chambre séparée pour moi, et mes petits-enfants sont à proximité. C'est tentant, vous savez. Et qu'avez-vous décidé? Ai-je demandé, ressentant une peur soudaine à l'idée de perdre la seule personne proche de moi. Françoise a secoué la tête. Je suis trop vieille pour changer. Et que ferais-je à Londres? Ma maison, mes amis, mon jardin sont ici. J'ai dit à Henri qu'il valait mieux qu'il vienne me voir plus souvent. J'ai hoché la tête, comprenant ses sentiments. Je ne pouvais pas m'imaginer vivre ailleurs que dans cette maison, où chaque coin gardait des souvenirs de ma vie. Une assistante sociale vient demain, ai-je dit en changeant de sujet. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Oh, c'est bien, s'est réjouie Françoise. Ils peuvent proposer beaucoup de services utiles. Une aide à domicile, la livraison des courses, le transport chez le médecin. Et tout est gratuit ou pour une somme modique. Je ne suis pas handicapée, Françoise, ai-je objecté. J'ai juste besoin de temps pour me rétablir. Bien sûr, ma chère,
Elle m'a tapoté la main. Mais pourquoi ne pas accepter de l'aide tant que vous en avez besoin? De plus, rencontrer de nouvelles personnes vous fera du bien. Vous passez trop de temps seul. Je n'ai pas discuté, réalisant que mon ami avait raison. Le lendemain, à 10 heures précises, la sonnette a retenti. Sur le seuil se tenait une jeune femme d'apparence sud-américaine avec un sourire amical et un dossier à la main. Madame Fournier, je m'appelle Gwenaëlle Ramirez. Je suis des services sociaux de Reims. Je peux entrer? Je l'ai invitée à entrer et lui ai offert un thé, qu'elle a accepté avec reconnaissance. Nous nous sommes installés dans le salon, et Gwenaëlle a commencé à poser des questions sur ma santé, mes conditions de vie et le soutien de ma famille et de mes amis. J'ai 3 enfants adultes, ai-je dit. Mais ils sont très occupés par leur propre vie. Ma voisine, Françoise, m'aide pour les courses et quelques tâches ménagères. Gwenaëlle prenait des notes, posant de temps en temps des questions de suivi. Elle ne semblait pas porter de jugement lorsque je parlais de mes enfants, mais j'ai remarqué un léger pincement de ses lèvres qui trahissait ses véritables pensées. Madame Fournier, a-t-elle finalement dit en fermant son carnet. Vous avez droit à certains services de notre agence. Nous pouvons organiser une aide à domicile 2 fois par semaine, la livraison de repas chauds et le transport chez le médecin. C'est très généreux, ai-je répondu. Mais je ne veux pas être un fardeau pour le système. Il y a des gens qui ont plus besoin de cette aide que moi. Gwenaëlle m'a regardé attentivement. Madame Fournier, vous avez payé des impôts toute votre vie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Alors vous avez pleinement droit à ces services. Ils existent précisément pour des situations comme la vôtre. Et croyez-moi, ne refusez pas l'aide par fausse fierté ou par culpabilité. Ces paroles avaient du sens. Pourquoi refusais-je toujours l'aide? Pourquoi avais-je l'impression de devoir tout faire moi-même? D'accord, ai-je dit. J'accepte l'aide à domicile et le transport chez le médecin. Mais je n'ai pas besoin de repas. Je suis encore capable de cuisiner. Gwenaëlle a souri et hoché la tête. Excellent. Nous commencerons dès demain. Elle a fait une pause, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Madame Fournier, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr, ai-je répondu, bien que je me sente tendue à l'intérieur. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour vous? Pas pour vos enfants, pas pour votre maison, mais juste pour votre propre plaisir? J'ai réfléchi. Depuis le départ d'Alain, toute ma vie tournait autour de mes enfants et de mon travail. Même maintenant, à la retraite, je pense à eux tout le temps. Je m'inquiète pour eux. J'essaie de ne pas être un fardeau. Je ne me souviens pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être quand je suis allée à un concert de jazz il y a 1 an. Gwenaëlle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Madame Fournier, l'un des problèmes les plus courants que je vois chez les femmes de votre génération, c'est qu'elles se perdent complètement dans leur famille et leurs enfants, oubliant leurs propres désirs et besoins. Elle a souri doucement. Vos enfants sont grands. Ils ont leur propre vie. Il est peut-être temps de penser à vous. Ces paroles ont touché une corde sensible en moi. J'avais toujours cru que se sacrifier pour ses enfants était normal, voire noble. Et si Gwenaëlle avait raison? Et s'il était temps de vivre pour moi? Je ne sais pas par où commencer, ai-je admis. Tant d'années ont passé. Commencez petit, a conseillé Gwenaëlle. Pensez à ce que vous aimiez faire avant de devenir mère. Quels étaient vos passe-temps, vos rêves? J'ai souri en me souvenant. J'aimais peindre, voyager et danser. Voilà, a rayonné Gwenaëlle. C'est un point de départ. Notre centre pour seniors propose des cours d'art. Quand votre pied ira mieux, peut-être aimeriez-vous vous y inscrire. J'ai promis d'y réfléchir, et nous avons mis fin à notre entretien. Gwenaëlle m'a laissé sa carte de visite avec son numéro de téléphone, en disant que je pouvais appeler à tout moment si j'avais des questions ou besoin d'aide. Après son départ, je suis restée assise longtemps dans mon fauteuil, pensant à notre conversation. M'étais-je vraiment autant perdue en m'occupant des autres? Et si oui, était-ce pour cela que mes enfants s'étaient si facilement éloignés de moi? Parce que je ne leur avais pas appris à valoriser mes désirs et mes besoins. Le lendemain, j'ai décidé d'aller au centre commercial. Ma jambe me faisait de moins en moins mal, et le médecin, lors de mon dernier contrôle, avait dit qu'elle guérissait bien. De plus, rester à la maison devenait insupportable. Le chauffeur des services sociaux, un homme âgé nommé Guy, s'est avéré être un agréable causeur. Il m'a dit qu'il avait pris ce travail après sa retraite pour ne pas se morfondre à la maison et pour aider les gens.
Ma femme dit que je deviens insupportable quand je reste sans rien faire, a-t-il dit en souriant. Alors, ce travail sauve notre mariage. Au centre commercial, j'ai lentement déambulé entre les magasins, profitant de l'agitation de la vie autour de moi. Je me suis acheté un nouveau chemisier, mon premier vêtement neuf depuis longtemps, et j'ai décidé de manger un morceau dans un petit café au dernier étage. Et puis je les ai vus. Alain et Patricia étaient assis à une table près de la fenêtre, regardant le menu. Je me suis figée, ne sachant que faire. Une partie de moi voulait s'éclipser sans être vue. L'autre partie voulait aller les voir et leur montrer que j'allais bien, quoi qu'il arrive. La décision a été prise pour moi quand Alain a levé les yeux et a croisé mon regard. Ses yeux se sont agrandis de surprise. Il a dit quelque chose à Patricia et elle s'est tournée vers moi aussi. Il n'y avait plus d'issue. En m'appuyant sur mes béquilles, je me suis lentement approchée de leur table. Alain, Patricia. J'ai hoché la tête, en essayant de garder une voix calme. Hélène. Alain s'est levé. Mon Dieu, que s'est-il passé? Tu es en béquille. Accident de voiture, ai-je répondu. Rien de grave. Ça guérit. Assieds-toi. Patricia a indiqué une chaise vide. Tu es seule. J'ai hésité, mais j'ai ensuite décidé que la fierté était déplacée dans ma situation et je me suis assise. Oui, j'ai décidé de me promener, de me dégourdir un peu les jambes. Quand est-ce que c'est arrivé? A demandé Alain, la voix remplie d'une inquiétude sincère. Il y a environ 3 semaines. Ai-je haussé les épaules? Je vais bien maintenant. Vraiment. Les enfants t'aident. Patricia a appelé le serveur et a commandé une autre tasse de thé. Je ne savais pas quoi dire. Dire la vérité. Admettre que mes enfants étaient trop occupés pour s'occuper de leur mère? Ou mentir pour sauver la face? Ils ont leur propre vie, ai-je finalement dit. Je me débrouille seule. En plus, ma voisine m'aide et les services sociaux aussi. Alain a froncé les sourcils. Les services sociaux? Vincent m'a dit que tu allais bien. Donc, Vincent parlait à son père et lui donnait même de mes nouvelles, mais il n'avait pas le temps de me rendre visite. Vincent a tendance à exagérer un peu mon bien-être, ai-je dit sèchement. Mais je ne me plains pas. Chacun sa vie. Patricia a échangé un regard avec Alain, et il a hoché la tête comme s'ils avaient une conversation silencieuse. Hélène, a commencé Patricia. On pourrait t'aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-nous. Je l'ai regardé avec surprise. La femme qui avait brisé ma famille m'offrait de l'aide. Mon monde était à l'envers. Merci, mais ça va. Ai-je répondu automatiquement. Hélène, Alain s'est penché plus près. Je sais que nous ne sommes pas en bons termes, mais tu es la mère de mes enfants, et je ne peux pas te tourner le dos quand tu as besoin d'aide. J'ai eu envie de lui dire qu'il nous avait parfaitement tourné le dos toutes ces années. Qu'il n'était pas là quand les enfants étaient malades, quand ils avaient des problèmes à l'école, quand ils grandissaient et faisaient leurs premiers pas dans la vie d'adulte. Mais je me suis tue. À quoi bon les reproches maintenant? Je vais bien, vraiment, ai-je dit. Mais merci pour la proposition. Nous avons parlé un peu plus de sujets neutres, le temps, les nouvelles, des connaissances communes. Patricia n'était pas la personne que je m'étais imaginée toutes ces années. Ce n'était pas une briseuse de ménage froide, mais une femme intelligente et intéressante qui semblait sincèrement compatir à ma situation. Quand je me suis préparée à partir, Alain a insisté pour me raccompagner au taxi. Je vais appeler Vincent, a-t-il dit en m'aidant à monter dans la voiture. Les enfants doivent être plus attentifs. Non, s'il te plaît, ne le fais pas, ai-je dit. Je ne veux pas être un fardeau pour eux. Alain a secoué la tête. Tu n'es pas un fardeau, Hélène. Tu es leur mère. Il a fait une pause. Tu sais, je te dois des excuses, pas seulement pour le divorce, mais pour ne pas avoir été un bon père. Peut-être que si j'avais été plus impliqué dans leur vie, ils auraient grandi plus responsables. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait être d'accord, le blâmer pour tous les problèmes. Mais la vérité, c'est que nous étions tous les deux à blâmer. Nous faisons tous des erreurs, Alain, ai-je finalement dit. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Il a souri et m'a serré la main. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. N'hésite pas. J'ai hoché la tête, sachant que je n'appellerai jamais. Mais la proposition elle-même a changé quelque chose en moi. Si mon ex-mari, l'homme qui m'avait autrefois causé tant de douleur, pouvait offrir son aide, pourquoi mes propres enfants ne le pouvaient-ils pas?
Sur le chemin du retour, j'ai pensé à notre rencontre, à l'étrange tournant du destin qui rendait mes ennemis plus attentionnés que ma propre famille, à la façon dont j'avais si longtemps gardé ma rancœur envers Alain et Patricia, alors que la vraie douleur venait de ceux que j'aimais le plus. Le taxi s'est arrêté au coin de ma rue, près d'un magasin de pièces automobiles. Et là, j'ai vu une silhouette familière. Tristan sortait du magasin avec un petit sac. Mon cœur a bondi de joie. J'ai demandé au chauffeur d'attendre et je suis sortie de la voiture, en m'appuyant sur mes béquilles. Tristan, ai-je appelé. Il s'est retourné et une expression a traversé son visage que je n'ai pas pu déchiffrer. Un mélange de surprise et d'agacement. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est approché de moi, jetant un coup d'œil rapide à sa montre. J'étais au centre commercial, ai-je répondu en souriant. Comment vas-tu? Comment s'est passé l'inventaire? Bien, a-t-il dit en se dandinant, clairement pressé. Écoute, j'aimerais bien parler, mais j'ai une réunion dans 20 minutes. Je dois vraiment y aller. J'ai senti le sourire se figer sur mon visage. Bien sûr, ai-je dit. Je ne te retiens pas. Je passerai dans quelques jours, promis. Il m'a embrassé sur la joue et s'est rapidement dirigé vers sa voiture. Je suis restée sur le trottoir, le regardant partir. Mon fils était à 2 pâtés de maison de chez moi et ne m'a même pas proposé de passer voir comment j'allais. Il ne m'a même pas demandé comment je me sentais après l'accident. Le cœur lourd, je suis remontée dans le taxi et j'ai donné mon adresse au chauffeur. Il m'a jeté un regard compatissant dans le rétroviseur, mais n'a rien dit. À la maison, j'ai trouvé un message de Delphine sur mon répondeur. Maman, je prends juste de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Nous, ça va. Étienne a gagné le concours de dictée de l'école. Appelle-moi quand tu auras le temps. Quand j'aurai le temps. Moi, une retraitée avec une jambe cassée, assise seule à la maison. Comme si j'étais si occupée que je ne pouvais pas trouver une minute pour parler à ma fille. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai sorti un album photo et j'ai commencé à tourner les pages, regardant les visages de mes enfants au fil des ans. Bébés, tout petits, adolescents, jeunes adultes. Quand avait-il changé? Quand notre lien était-il devenu si fragile? Je me suis souvenu des mots de Gwenaël sur le fait qu'il était temps de penser à moi, à mes désirs, mes rêves, mes besoins. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être avais-je vécu trop longtemps pour les autres, en m'oubliant moi-même. J'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai commencé à écrire une liste. Les choses que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais remises à plus tard. Les endroits que je voulais visiter, les compétences que je voulais acquérir. Cela s'est avéré être une liste impressionnante de désirs inassouvis. Et en regardant cette liste, j'ai soudain réalisé qu'il n'était pas trop tard. J'ai 68 ans, pas 98. J'ai du temps. J'ai de la force. J'ai des ressources. La seule chose qui me manquait jusqu'à présent, c'était la détermination. La rencontre avec Alain et Patricia, la conversation avec Gwenaël, la brève rencontre avec Tristan. Tout cela s'est assemblé pour former une nouvelle image de ma vie. Une image dans laquelle je n'étais plus seulement une mère et une grand-mère attendant l'attention de mes enfants. J'étais une femme avec ses propres désirs et droits. Une femme qui méritait le respect et l'attention, non seulement des autres, mais aussi d'elle-même. Et cette prise de conscience, venue si inopinément, m'a rempli d'un calme étrange. C'était comme si je m'étais enfin débarrassée d'un lourd fardeau que je portais depuis de nombreuses années. Après ma rencontre avec Alain et Tristan, j'ai passé une nuit blanche. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, les souvenirs se superposaient, et le ressentiment cédait la place à la détermination. Au matin, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre comme avant. Au petit déjeuner, j'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre à mes enfants, bien que cela fasse aussi partie de mes plans, mais une liste. Une liste de choses que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais remises à plus tard. Des choses que j'avais abandonnées pour mes enfants, pour ma famille, pour les attentes des autres. Apprendre à bien utiliser un ordinateur, pas seulement pour consulter mes emails, ai-je écrit en premier. Visiter l'Italie, surtout Florence et Venise, ai-je ajouté, me souvenant de mes lectures sur l'art italien dans ma jeunesse. Reprendre la peinture était un point particulièrement sensible. Je n'avais pas touché un crayon et du papier depuis plus de 20 ans, depuis que Tristan était entré à l'école et que j'avais pris un poste à temps plein à la bibliothèque. La liste s'allongeait, remplissant la page. Cours de cuisine, bénévolat dans un refuge pour animaux, apprendre l'espagnol, cours de danse pour seniors. J'étais surprise de moi-même. Il s'est avéré que j'avais tant de désirs et d'intérêts.
Comment avais-je pu les oublier, les enterrer sous le poids des soucis quotidiens et des attentes des autres? Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. Vincent. Bonjour, maman. Sa voix était inhabituellement enjouée. Comment te sens-tu? Bien, merci, ai-je répondu, surprise par cet appel inattendu. Qu'y a-t-il? Rien. J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Il a fait une pause. Papa m'a appelé hier. Il a dit qu'il t'avait vu au centre commercial. Alors c'était ça. Alain avait appelé Vincent après tout, malgré ma demande. Oui, nous nous sommes croisés par hasard, ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. Il a dit que tu te promenais seul en ville avec des béquilles, a dit Vincent d'un ton réprobateur. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé, à moi ou à Delphine, de t'accompagner? J'ai dû retenir un rire. Sérieusement? Après 3 semaines de silence complet, il me demande pourquoi je n'ai pas demandé d'aide. Je ne voulais pas vous déranger, ai-je répondu du même ton qu'il utilisait habituellement avec moi. Vous avez votre propre vie, des choses à faire, du travail. Il y eut une pause. Vincent ne s'attendait clairement pas à cette réponse. Maman, tu sais que tu peux nous appeler si tu as besoin de quelque chose, a-t-il finalement dit. On t'aidera toujours. Merci, mon chéri. J'ai décidé de ne pas envenimer la situation. Je vais bien, vraiment. J'ai de l'aide des services sociaux, et Françoise passe tous les jours. Les services sociaux? A-t-il demandé, alarmé. Pourquoi? Tu pouvais juste nous dire que tu avais besoin d'aide. Je vais bien, Vincent, ai-je répété fermement. Et j'ai des projets pour un avenir proche. Des projets? Quels projets? Je me suis inscrite à un cours d'informatique pour seniors, ai-je dit en regardant ma liste. Ça commence la semaine prochaine. Un cours d'informatique. Il semblait surpris. Pourquoi as-tu besoin de ça? Pour apprendre à utiliser un ordinateur, ai-je répondu, énonçant l'évidence. Le monde moderne exige ces compétences. Mais tu as la liseuse que je t'ai offerte. Tu peux consulter tes emails et lire les nouvelles. De quoi d'autre as-tu besoin? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir mon irritation. Vincent, j'ai 68 ans, pas 98. Je veux apprendre de nouvelles choses et élargir mes horizons. Est-ce si étrange? Non, bien sûr que non, a-t-il répondu rapidement. C'est juste inhabituel. La vie est pleine de surprises, ai-je dit avec un léger sourire. J'ai décidé qu'il était temps d'y ajouter un peu de variété. Après avoir parlé à Vincent, j'ai ressenti une vague d'énergie et de détermination. Il n'a même pas demandé comment j'allais me rendre au cours avec ma jambe cassée. J'imagine que dans son esprit, je suis censée rester à la maison et attendre les appels occasionnels de mes enfants. Eh bien, il est temps de changer cette perception. J'ai appelé Gwenaëlle, l'assistante sociale, et je l'ai interrogée sur le transport jusqu'au centre où se tenaient les cours d'informatique. Elle a été ravie de ma décision et a promis d'organiser le transport. Madame Fournier, je suis si contente que vous ayez décidé de faire ça. Sa voix était sincère. Vous ne le regretterez pas. Ces cours ouvrent un tout nouveau monde pour beaucoup de nos clients. J'espère que je ne serai pas la plus âgée du groupe, ai-je plaisanté. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, Harry Gwenaëlle. Nous avons des participants plus âgés que vous. Monsieur Joly a 92 ans et il a récemment créé son premier compte Instagram. Cela m'a rassuré. Si un homme de 92 ans peut maîtriser la technologie moderne, alors je peux certainement y arriver. Le même jour, j'ai fait un grand nettoyage de printemps dans la maison. Ce n'était pas la tâche la plus facile avec une jambe plâtrée, mais les béquilles ne semblaient plus aussi inconfortables qu'au premier jour. J'ai commencé par le salon, en triant les livres sur les étagères. Je n'avais pas ouvert beaucoup d'entre eux depuis des années. Certains étaient des cadeaux de mes enfants et étaient conservés plus pour des raisons sentimentales que pour leur valeur réelle. J'ai mis de côté quelques volumes pour la boutique caritative de la bibliothèque où je travaillais. Ensuite, je me suis attaqué aux souvenirs et aux bibelots qui prenaient la poussière sur les étagères depuis des années. Des figurines que mes enfants m'avaient offertes pour les fêtes, des cartes postales, des fleurs séchées dans des cadres. Tant de souvenirs, tant d'attachements. Mais il était temps de libérer de l'espace, à la fois dans ma maison et dans ma vie. Le soir, j'avais rempli 3 cartons de choses que je ne voulais plus garder. Ce n'est pas que je me débarrassais de tous mes souvenirs de mes enfants. J'ai gardé les objets qui m'étaient vraiment chers,
Mais la plupart des babioles sont allées dans des cartons pour être données ou jetées. Françoise est venue avec le dîner, comme d'habitude, et a été surprise de voir les résultats de mon nettoyage. « Vous déménagez ?» a-t-elle demandé en regardant les cartons dans le couloir. « Non, je me débarrasse juste de quelques affaires », ai-je répondu en l'invitant dans la cuisine. Trop de choses se sont accumulées au fil des ans. Françoise a hoché la tête pensivement en versant de la soupe dans des bols. « Vous savez, j'y pensais aussi. Pourquoi avons-nous besoin de temps? De brol à notre âge? Ça ne fait que prendre la poussière. » « Exactement, ai-je acquiescé. Et je me suis inscrite à un cours d'informatique. Françoise a haussé les sourcils de surprise, mais a rapidement souri. C'est une excellente idée. Peut-être que je devrais m'y joindre aussi. J'ai toujours voulu apprendre à utiliser ces réseaux sociaux dont tout le monde parle. Venez avec moi mardi prochain, ai-je suggéré. Gwenaël a dit qu'ils sont toujours heureux d'avoir de nouveaux élèves. Pendant le dîner, nous avons discuté de nos projets d'avenir. J'ai parlé à Françoise de ma liste de choses à faire, et elle a soutenu avec enthousiasme l'idée d'un voyage en Italie. J'y suis allée quand j'étais jeune, s'est-elle souvenue avec un sourire rêveur. Florence est incroyable. Vous devez voir ça, Hélène. Je le ferai, ai-je répondu fermement. Dès que le plâtre sera enlevé et que je pourrai marcher correctement. Que disent vos enfants de vos projets? A demandé Françoise en me regardant attentivement. Vincent ne connaît que les cours d'informatique, et même lui a été surpris. J'ai haussé les épaules. Le reste ne les regarde pas. N'avez-vous pas peur de leur réaction? La voix de Françoise était dubitative. Il pourrait ne pas comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Ai-je répondu. Je suis une adulte et j'ai le droit de vivre ma vie comme je l'entends. Ils ne me demandent pas ma permission pour leurs décisions. Françoise a remué sa soupe pensivement. Vous savez, Hélène, je vous admire. Tout le monde à notre âge n'oserait pas faire un tel changement. J'ai souri, sentant la chaleur de ses paroles de soutien. Merci, Françoise. Ça compte beaucoup pour moi. Après le départ de mon ami, je me suis assise à table et j'ai sorti une autre feuille de papier. Il était temps pour la deuxième partie de mon plan, les lettres à mes enfants. Je n'allais pas les envoyer, mais j'avais besoin d'exprimer toutes mes pensées et mes sentiments pour enfin laisser aller la douleur et la déception. Cher Vincent, Delphine et Tristan, ai-je commencé? Je vous écris cette lettre pour vous dire ce que j'ai gardé en moi si longtemps. Je ne cherche ni sympathie ni excuse. Je veux juste être honnête avec vous et avec moi-même. Les mots coulaient librement, sans hésitation ni doute. J'ai écrit ce que j'avais ressenti quand ils avaient cessé d'appeler et de me rendre visite, à quel point il était douloureux d'être seul à l'hôpital. Comment j'avais progressivement réalisé que j'étais devenu un fardeau pour eux, un rappel gênant de leurs responsabilités. Je ne vous blâme pas, ai-je poursuivi. Je vous ai élevé ainsi moi-même. J'étais trop protectrice, trop sacrificielle, oubliant mes propres désirs et besoins. Je ne vous ai jamais appris à valoriser mon temps et mes intérêts, il n'est donc pas surprenant que vous les considériez comme inexistants. J'ai écrit sur mes nouveaux projets, sur ma décision de commencer à vivre pour moi-même, sur les cours d'informatique, un voyage en Italie, le retour à la peinture. Je ne demande ni votre approbation ni votre participation. Ai-je conclu la lettre? Je veux juste que vous sachiez que je n'attendrai plus vos rares appels téléphoniques comme s'ils étaient la manne du ciel. Je n'adapterai plus ma vie à vos horaires chargés. Je vous aimerai toujours. Vous êtes mes enfants et rien ne changera cela. Mais je commence aussi à m'aimer moi-même, et cela change tout. Après avoir relu la lettre, je l'ai pliée et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour, je la montrerai à mes enfants. Ou peut-être pas. L'important, c'est que j'ai exprimé mes sentiments et mes pensées, et que je pouvais maintenant aller de l'avant. Le lendemain, j'ai appelé une agence de voyage et j'ai pris rendez-vous avec une conseillère. Je voulais commencer à planifier mon voyage en Italie, même s'il était encore dans plusieurs mois. Ma jambe devait guérir complètement, et je n'avais pas envie de voyager en hiver, mais je pouvais commencer à me préparer maintenant. La conseillère, une jeune femme nommée Chloé, a été agréablement surprise par mon enthousiasme. La plupart des clients de votre âge préfèrent les voyages en groupe, a-t-elle dit en parcourant les catalogues. Mais vous voulez voyager seul. Exactement, ai-je confirmé. Je veux aller à mon propre rythme. M'arrêter où cela m'intéresse sans être lié à un groupe. C'est merveilleux, a souri Chloé. Je vais vous préparer quelques itinéraires. Quand prévoyez-vous de partir? En avril ou en mai,
quand il fera plus chaud, mais avant la foule estivale. Excellent choix, a-t-elle noté dans son carnet. Et votre budget? Je lui ai indiqué le montant que j'étais prête à dépenser. C'étaient mes économies, que j'avais mises de côté pendant des années pour les coups durs. Je pensais autrefois laisser cet argent à mes enfants, mais maintenant, j'avais décidé de l'utiliser pour moi-même. Après tout, mes enfants étaient bien installés dans la vie et n'avaient pas besoin de mon soutien financier. Chloé a promis de préparer des propositions d'ici la fin de la semaine, et j'ai quitté l'agence avec un sentiment d'excitation. Pour la première fois depuis longtemps, je pensais à l'avenir avec espoir plutôt qu'avec anxiété. En rentrant, j'ai trouvé un message de Delphine sur mon répondeur. Maman, c'est moi. Vincent m'a parlé de tes cours d'informatique. C'est inattendu. Rappelle-moi quand tu pourras. J'ai souri. Bien sûr, Vincent avait immédiatement partagé la nouvelle avec sa sœur. Je me suis demandé s'il avait appelé Tristan. Je n'ai pas rappelé Delphine tout de suite. Au lieu de cela, je me suis occupée de mes affaires, décidant de la contacter plus tard dans la soirée. Après le déjeuner, j'ai continué à trier mes affaires, cette fois en m'attaquant au placard de la chambre. Pendant des années, j'avais gardé des vêtements qui ne m'allaient plus ou qui étaient démodés. Simplement parce que je ne voulais pas dépenser d'argent pour de nouveau. Cette robe est encore bien. Je peux encore porter ce pull à la maison. Mon placard était rempli d'excuses pour des choses que je ne portais pas réellement. Maintenant, je triais ma garde-robe sans pitié. Tout ce qui était encore en bon état allait dans des boîtes pour des œuvres de charité. Le reste était jeté. Le soir, j'avais vidé près de la moitié de mon placard et fait une liste de choses que je voulais acheter. Des pantalons confortables pour voyager, des chemisiers légers, de nouvelles chaussures. Finalement, j'ai appelé Delphine. Maman, a-t-elle répondu presque immédiatement. Enfin. J'ai attendu ton appel toute la journée. Désolée, ma chérie. J'étais occupée, ai-je répondu sans entrer dans les détails. Comment vas-tu? Comment va Étienne? On va bien, a-t-elle répondu rapidement, ne voulant clairement pas s'attarder sur le sujet. Vincent a dit que tu t'étais inscrite à des cours d'informatique. Oui, je commence la semaine prochaine. Le centre pour seniors les organise. Mais pourquoi? Sa voix était vraiment perplexe. Tu en as vraiment besoin. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant mon irritation. Pourquoi mes enfants étaient-ils si surpris que je veuille apprendre quelque chose de nouveau? Oui, Delphine, j'en ai besoin. Je veux rester dans le coup, apprendre les nouvelles technologies. C'est intéressant. Mais, a-t-elle hésité, tu ne t'es jamais intéressée aux ordinateurs avant. Les gens changent, Delphine, ai-je dit calmement. Et j'ai du temps pour de nouveaux passe-temps maintenant. D'accord, a-t-elle dit, ne sachant clairement pas quoi ajouter. Si ça te plaît. C'est juste si inattendu. La vie est pleine de surprises, ai-je répété la phrase de Vincent. D'ailleurs, je prévois un voyage en Italie. Il y eut une pause. L'Italie? A demandé Delphine, aussi surprise que si j'avais dit que j'allais sur Mars. Seule? Oui, seule. Au printemps, quand ma jambe sera complètement guérie. Mais est-ce que c'est prudent? À ton âge? Seule dans un pays étranger? À mon âge. Je n'ai pas pu cacher l'ironie. Delphine, j'ai 68 ans. Je suis saine d'esprit et de corps. Des milliers de personnes de mon âge et plus âgées voyagent seules. Je m'inquiète juste, a-t-elle dit sur la défensive. C'est normal de s'inquiéter pour sa mère. Bien sûr que c'est normal, ai-je acquiescé. Tout comme il est normal de rendre visite à sa mère à l'hôpital quand elle a eu un accident. Delphine s'est tue. Je savais que j'avais touché un point sensible, mais je ne ressentais aucun regret. Parfois, la vérité doit être dite à voix haute. Maman, a-t-elle finalement commencé? Je suis vraiment désolée. On avait tellement de choses à faire. Étienne était malade, le travail était fou. Je comprends, Delphine, les jeux interrompus. Chacun sa vie. Je ne t'en veux pas. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais je ne voulais pas m'étendre sur le sujet maintenant. On pourrait peut-être se voir ce week-end, a suggéré Delphine. Dîner ensemble. Étienne te réclame. Bien sûr, ai-je accepté. Venez samedi. Je préparerai quelque chose de bon. Après avoir parlé à Delphine, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. D'une part, c'était agréable que les enfants s'intéressent enfin à ma vie.
D'autre part, je savais que cet intérêt n'était pas dû à l'inquiétude, mais à la surprise et peut-être à l'anxiété. Ils étaient habitués à me voir comme une mère prévisible, toujours disponible, prête à s'adapter à leur emploi du temps. Mes nouveaux projets et décisions perturbaient cette image familière, et ils ne savaient pas comment réagir. Eh bien, ils devraient s'habituer à la nouvelle version d'Hélène Fournier. Le lendemain, j'avais mon dernier rendez-vous chez le médecin avant qu'on ne m'enlève le plâtre. Guy, le chauffeur des services sociaux, était ponctuel et sympathique comme d'habitude. « Madame Fournier, vous rayonnez aujourd'hui », a-t-il remarqué en m'aidant à monter dans la voiture. « Bonne nouvelle. On m'enlève bientôt mon plâtre », ai-je répondu avec un sourire. « Et j'ai de nouveaux projets de vie. » Sur le chemin de l'hôpital, je lui ai parlé de mes cours d'informatique et de mon projet de voyage en Italie. Guy a soutenu mes idées avec enthousiasme. « Ma femme a suivi les mêmes cours l'année dernière », a-t-il partagé. Maintenant, elle est tout le temps sur Facebook à discuter avec ses anciennes amies. Elle dit que c'est comme une machine à remonter le temps. J'ai ri en m'imaginant discuter en ligne avec mes anciens camarades de classe. Peut-être que je retrouverai même mes anciens collègues de la bibliothèque. Le docteur Meunier était satisfait de la progression de la guérison. « Tout se passe bien, Madame Fournier », a-t-il dit en étudiant les radiographies. « On enlève le plâtre dans 2 semaines, mais il faudra encore faire attention au début et peut-être utiliser une canne. »« C'est bien mieux que les béquilles », ai-je répondu avec soulagement. « Et juste à temps pour le début de mes cours d'informatique. » Le médecin a hoché la tête avec approbation. « Excellente idée. L'activité mentale est tout aussi importante que l'activité physique, surtout à votre âge. » En rentrant, j'ai décidé de m'attaquer à un autre point de ma liste, retrouver mon vieux matériel d'art. Je me souvenais qu'il y avait une boîte de peinture, de crayons et de carnets de croquis rangés quelque part dans le grenier. Monter au grenier avec des béquilles n'était pas facile, mais j'ai réussi en me déplaçant lentement et prudemment. Le grenier était rempli de boîtes et de vieux meubles recouverts d'une fine couche de poussière. Je n'étais pas monté ici depuis des années. Et maintenant, je regardais tout ce désordre avec perplexité. Pourquoi avais-je gardé tout ça? J'ai trouvé la boîte avec mon matériel d'art dans le coin le plus éloigné, sous un vieux berceau que je n'avais pas jeté pour une raison quelconque quand les enfants avaient grandi. Peut-être que j'espérais qu'il serait utile pour mes petits-enfants, mais Étienne n'avait jamais eu besoin de rester dormir. Delphine trouvait toujours des raisons de le ramener à la maison. J'ai ouvert la boîte et j'ai constaté que la plupart des peintures avaient séché et que le papier avait jauni avec le temps, mais les crayons et quelques fusains étaient en bon état. J'ai décidé de les prendre avec moi et de passer par un magasin de fournitures d'art en rentrant des cours d'informatique pour acheter de nouvelles peintures et du papier. En descendant du grenier, j'ai remarqué quelques autres boîtes étiquetées « Affaires d'enfants ». Elles contenaient des jouets, des livres et des vêtements appartenant à mes enfants, que je n'avais pas pu me résoudre à jeter au fil des ans. Mais maintenant, en regardant ces boîtes, j'ai réalisé qu'elles devaient partir aussi. Les enfants avaient grandi depuis longtemps, et ces choses ne faisaient que prendre de la place et ramasser la poussière. J'ai décidé de demander à Françoise de m'aider à vider le grenier le week-end. Certaines choses pourraient être données à des orphelinats ou à des œuvres de charité, et le reste pourrait être jeté. Il était temps de libérer de l'espace, à la fois physique et émotionnel. Le soir, Tristan a appelé. « Maman, c'est vrai que tu vas en Italie ?» a-t-il demandé sans préambule. J'ai souri. Les nouvelles voyageaient vite. Oui, au printemps, quand ma jambe sera complètement guérie. Mais pourquoi l'Italie? Et pourquoi seule? Sa voix était vraiment perplexe. Parce que j'ai toujours rêvé de voir Florence, ai-je répondu. Et parce que je ne veux pas attendre que quelqu'un m'accompagne. Je pourrais venir avec toi, a-t-il suggéré de manière inattendue, si tu attends l'été, quand je suis en vacances. J'y ai réfléchi. L'offre était tentante. Passer du temps avec mon fils, lui montrer la beauté de l'Italie. Mais quelque chose en moi résistait à l'idée. Merci, mon chéri, mais je veux y aller seule, ai-je finalement dit. C'est ma petite aventure, et je ne veux pas attendre l'été. Mais, il semblait confus. Maman, tu es sûre? C'est prudent? Je suis sûre, ai-je répondu fermement. Eh oui, c'est prudent. Je logerai dans de bons hôtels et je ferai des excursions en groupe. J'ai tout prévu. Bon, si c'est ce que tu as décidé. Sa voix était dubitative. C'est juste que ça ne te ressemble pas. Les gens changent, Tristan, ai-je dit, répétant la phrase de Delphine. Et parfois, le changement est pour le mieux. Après avoir parlé à Tristan,
j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction. Mes enfants commençaient enfin à me voir comme une personne à part entière, avec ses propres désirs et projets, et non plus seulement comme maman, toujours disponible et prévisible. C'était inhabituel pour eux, et pour moi aussi, mais c'était juste. J'ai sorti ma liste de souhaits et j'ai ajouté un autre point. Apprendre à dire non sans culpabiliser. Il semble que j'ai déjà commencé à maîtriser cette compétence. 2 semaines plus tard, on m'a enlevé mon plâtre. Ma jambe était encore faible et le docteur Meunier m'a recommandé d'utiliser une canne pour me soutenir. Mais la sensation de liberté après plusieurs semaines dans un plâtre encombrant était exaltante. Ne forcez pas au début, a prévenu le médecin. Augmentez progressivement la charge et n'oubliez pas la kinésithérapie. J'ai promis de suivre toutes les recommandations, mais intérieurement, je planifiais déjà mon retour à une vie normale. D'abord, je voulais prendre un vrai bain au lieu de me nettoyer avec une serviette humide en équilibre sur une jambe. Ensuite, j'irai chez le coiffeur. Il était grand temps d'avoir une nouvelle coiffure. Et bien sûr, du shopping. Ma garde-robe avait besoin d'être renouvelée. Une surprise m'attendait à la maison. Françoise avait décoré le salon avec des ballons et avait fait un gâteau. « Félicitations pour ta libération », s'est-elle exclamée en me voyant sans le plâtre. « Ça se fête. » Nous avons bu du thé, mangé du gâteau et fait des projets pour les jours à venir. Demain, mes cours d'informatique commençaient, et Françoise a décidé de se joindre à moi. « On ne peut pas rester à la traîne du progrès », a-t-elle dit résolument. Mon petit-fils dit que bientôt, tout sera dans ce, comment ça s'appelle ? Dans le nuage. Le cloud, ai-je corrigé en souriant, me demandant où j'avais entendu ce terme. J'avais dû l'entendre de Vincent. Samedi, Delphine est arrivée avec Étienne comme promis. Mon petit-fils avait grandi depuis notre dernière rencontre et semblait plus sérieux et réservé. Il m'a salué poliment et m'a tendu un dessin d'un dinosaure coiffé d'un chapeau, qui, selon lui, était un portrait de moi. « Parce que tu es ancienne mais cool », a-t-il expliqué avec une franchise enfantine. Delphine a sursauté, embarrassée, mais j'ai ri. Venant d'un enfant de 7 ans, c'était un compliment sincère. Pendant le déjeuner, Delphine m'a interrogée sur mes projets pour l'Italie, et j'ai été heureuse de partager les détails. Chloé de l'agence de voyage m'avait concocté un merveilleux itinéraire, comprenant Rome, Florence et Venise, avec des arrêts dans de petites villes de Toscane. Ça a l'air incroyable, a admis Delphine. J'ai toujours voulu visiter l'Italie. Peut-être que tu iras un jour, ai-je dit, quand Étienne sera plus grand. Ou tu pourrais attendre et nous pourrions y aller ensemble, a-t-elle suggéré, en été, par exemple. J'ai secoué la tête. J'ai déjà réservé un voyage pour mai, et je veux faire ce voyage maintenant, sans le remettre à plus tard. Delphine a eu l'air déçue mais n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a changé de sujet pour parler des cours d'informatique que je commençais lundi. Qu'est-ce que vous allez étudier exactement ? A-t-elle demandé. Les bases de l'utilisation d'un ordinateur, Internet, les emails, ai-je répondu. Et les réseaux sociaux, pour que je puisse poster des photos d'Italie et rester en contact avec mes amis. Quels amis ? A lâché Delphine, avant de se mordre immédiatement la langue. Je suis désolée, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est rien. J'ai souri, sans me vexer. J'ai des amis, Delphine, Françoise, mes anciennes collègues de la bibliothèque, mes voisins. Et j'espère me faire de nouvelles amies en cours et en voyage. Après le déjeuner, Étienne m'a aidé à nourrir la chatte pendant que Delphine regardait mon salon, remarquant les changements. Tu t'es débarrassé de beaucoup de choses, a-t-elle dit en regardant les étagères où se trouvaient autrefois des souvenirs et des photographies. Même les photos de famille. Pas toutes. J'ai montré un petit cadre photo qui contenait maintenant une collection de mes photos préférées. Juste celles dont je n'avais pas besoin. Ça fait moins de poussière. Où est-ce que tout est passé ? J'en ai donné à des associations caritatives et j'en ai jeté. Je l'ai regardé. S'il y a quelque chose de spécifique que tu veux, tu peux toujours le prendre. Delphine a secoué la tête. Non, je suis juste surprise. Tu as toujours gardé toutes ces choses si précieusement. Il est temps de changer, ai-je répondu simplement. Au moment de partir, Delphine m'a soudainement serré dans ses bras plus fort que d'habitude. Maman, Elle a hésité. Je suis contente que tu aies trouvé de nouveaux centres d'intérêt. C'est juste si inhabituel. Pour moi aussi, ai-je admis. Mais c'est un bon changement. Après leur départ, je suis restée assise en silence pendant un long moment,
pensant à notre rencontre. Delphine semblait sincèrement intéressée par mes projets, mais je sentais autre chose derrière son intérêt, de l'anxiété, de la culpabilité, ou simplement de la confusion face au changement. Quoi qu'il en soit, j'étais heureuse d'avoir enfin pu fixer de nouvelles limites dans notre relation. Je n'étais plus seulement maman, toujours disponible et prévisible. J'étais Hélène, une femme avec ses propres projets, désirs et décisions. Dimanche, Françoise et moi sommes montés au grenier pour trier les dernières boîtes d'affaires d'enfants. C'était un travail difficile, à la fois physiquement et émotionnellement. Chaque jouet, chaque livre d'enfant ravivait des souvenirs. Certains heureux, d'autres amers. « Regardez » a dit Françoise en sortant un ours en peluche usé de la boîte. « C'est à qui » ? À Tristan, ai-je dit en prenant le jouet avec précaution. Il ne le quittait jamais avant ses 7 ans. Il l'appelait Capitaine Brun. J'ai mis l'ours dans une petite pile de choses que j'ai décidé de garder. Certains souvenirs sont trop précieux pour être abandonnés. Nous avons emballé la plupart des choses pour les envoyer à l'orphelinat. Les vêtements étaient trop vieux, mais les jouets, les livres et quelques fournitures d'art pouvaient encore être utiles à d'autres enfants. Vous savez, a dit Françoise en fermant la dernière boîte, je suis fière de vous, Hélène. Tout le monde n'oserait pas faire de tels changements à notre âge. À notre âge. Je lui ai donné un petit coup de coude en plaisantant. Nous sommes encore jeunes, Françoise. Nous avons toute la vie devant nous. Elle a ri, et nous sommes descendus du grenier avec un étrange sentiment de soulagement. C'était comme si, avec les objets inutiles, nous nous étions débarrassés du fardeau du passé, libérant de l'espace pour l'avenir. Lundi a commencé avec le premier cours d'informatique. Le centre pour seniors était situé dans un bâtiment moderne près du parc de la ville. À l'intérieur, c'était lumineux et confortable, avec un mobilier confortable et un personnel amical. Notre groupe était composé de 10 personnes d'âges différents, de 60 à 92 ans, dont Monsieur Joly, que Gwenaël avait mentionné. L'enseignante était une jeune femme nommée Sarah, patiente et attentive. Aujourd'hui, nous allons commencer par les bases, a-t-elle dit en allumant les ordinateurs. Comment allumer et éteindre l'ordinateur, comment utiliser la souris et le clavier, comment ouvrir des programmes. Pour certains participants, c'était leur première rencontre avec un ordinateur, mais j'avais déjà des compétences de base grâce à mon travail à la bibliothèque et à la liseuse que Vincent m'avait offerte. Françoise, en revanche, était une novice complète et regardait avec étonnement l'écran qui s'animait sous ses doigts. « C'est de la magie », a-t-elle murmuré en regardant le navigateur web s'ouvrir. À la fin du cours, nous avions tous maîtrisé les bases de l'utilisation d'un ordinateur et nous avions reçu des devoirs pour nous entraîner aux opérations les plus simples. Il y a une salle informatique au centre qui est ouverte tous les jours de 10h à 17h, a dit Sarah. Vous pouvez venir vous entraîner même si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison. Après le cours, j'ai fait connaissance avec plusieurs membres du groupe. Éléonore, une ancienne enseignante de 73 ans, m'a dit qu'elle avait commencé à apprendre à utiliser un ordinateur pour pouvoir communiquer avec ses petits-enfants en Australie. Robert, un veuf de 67 ans, voulait apprendre à utiliser les sites de rencontres pour trouver une nouvelle partenaire. « Et vous, pourquoi êtes-vous venu au cours » m'a-t-il demandé. « Pour rester dans le coup » ai-je répondu. « Et pour partager les photos de mes voyages. Je vais en Italie au printemps. »« Oh, comme c'est excitant !» s'est exclamée Éléonore. J'ai été à Rome il y a de nombreuses années. C'est une ville magique. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et convenu de nous retrouver au centre pour des leçons supplémentaires. J'aimais ces gens, actifs, curieux, ne laissant pas leur âge dicter ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire. Sur le chemin du retour, Françoise et moi nous sommes arrêtés au centre commercial. Je voulais acheter de nouvelles peintures et fournitures d'art, ainsi que renouveler ma garde-robe pour voyager. Au magasin de fournitures d'art, je me sentais comme une enfant dans un magasin de bonbons. Tant de peintures, de pinceaux et de papier de différentes textures et tailles. Le vendeur, un jeune homme avec des tatouages sur les bras, a patiemment répondu à mes questions et m'a aidé à choisir tout ce dont un artiste débutant aurait besoin. « Vous avez déjà peint » a-t-il demandé, remarquant avec quelle assurance je choisissais des crayons d'une certaine dureté. « Il y a longtemps, ai-je admis. Plus de 20 ans. C'est comme le vélo, a-t-il souri. Une fois qu'on a appris, on n'oublie jamais. J'espérais qu'il avait raison. Quand j'étais jeune, j'étais une assez bonne peintre, surtout pour les paysages et les natures mortes. Je voulais retrouver cette joie de la créativité, créer quelque chose de mes propres mains. Ensuite,
Nous sommes allés dans un magasin de vêtements. J'ai essayé des pantalons légers, des chemisiers et des chaussures confortables pour les longues promenades. Françoise était une critique sévère, rejetant tout ce qui était trop ennuyeux ou démodé. « Tu vas en Italie, Hélène », s'est-elle exclamée. « Il faut être à la hauteur. » Finalement, j'ai acheté plusieurs tenues dans des couleurs plus vives que celles que je portais habituellement. Un pantalon bleu au lieu de noir, un chemisier à imprimé floral au lieu d'uni, et une écharpe rouge qui, selon Françoise, illuminait mon visage. Le soir, en disposant mes achats sur le lit, j'ai réalisé que je ne ressentais pas la moindre once de culpabilité d'avoir dépensé de l'argent. J'avais toujours été économe, économisant pour les coups durs ou pour aider mes enfants. Maintenant, je comprenais que j'avais le droit de dépenser mes économies pour moi-même, pour mes plaisirs et mes intérêts. J'ai sorti mon nouveau carnet de croquis et mes crayons. Mes mains se souvenaient encore des mouvements, bien que les lignes soient incertaines et tremblantes. J'ai commencé par quelque chose de simple. J'ai dessiné un vase de fleurs posé sur la table de la cuisine. Le résultat était loin d'être parfait, mais ce n'était que le début. J'avais le temps d'améliorer mes compétences. Le lendemain de mon cours d'informatique, j'ai rencontré Chloé de l'agence de voyage. Elle m'avait préparé plusieurs itinéraires en Italie, et nous avons longuement discuté des détails, hôtels, transports, excursions. Finalement, j'ai choisi un circuit de 2 semaines avec un horaire flexible qui me permettait de combiner des excursions de groupe avec des promenades indépendantes. « Vous n'avez pas peur de voyager seul ?» a demandé Chloé alors que nous terminions de remplir les documents. « Non », ai-je répondu avec confiance. « J'ai eu peur pendant trop longtemps. Il est temps de commencer à vivre. » Sur le chemin du retour, j'ai acheté un beau guide de l'Italie et un livre avec des phrases italiennes de base. Ce n'est pas que je m'attendais à apprendre la langue en quelques mois, mais connaître quelques salutations et expressions de gratitude me semblait être la bonne chose à faire. Une surprise m'attendait à la maison. Un message d'Alain sur mon répondeur. « Salut Hélène, c'est Alain. Vincent m'a parlé de tes projets pour l'Italie. Je suis impressionné. J'aimerais te parler. Rappelle-moi quand tu auras un moment. » J'ai longuement regardé le répondeur, ne sachant que penser. Pourquoi Alain m'appellerait-il? Et pourquoi Vincent discutait-il de mes projets avec son père? Après quelques hésitations, j'ai décidé de rappeler. Après tout, nous avions été mariés pendant 25 ans et avions eu 3 enfants ensemble. Quelles que soient les rancœurs qui subsistaient du passé, nous pouvions maintenant parler comme des gens civilisés. Hélène. La voix d'Alain était étonnamment enjouée. Merci d'avoir rappelé. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, ai-je répondu avec prudence. Le plâtre est enlevé et ma jambe ne me fait presque plus mal. C'est super. Vincent a dit que tu allais en Italie. Oui, en mai, pour 2 semaines. C'est merveilleux. Il a fait une pause. Tu sais, j'ai toujours voulu te montrer l'Italie. Tu te souviens quand nous avions prévu un voyage pour notre 20e anniversaire? Je me souvenais. Nous avions économisé de l'argent, choisi des villes à visiter, rêvé d'un voyage romantique. Mais ensuite, Alain a rencontré Patricia et tous nos projets se sont effondrés. Je me souviens, ai-je répondu sèchement. Mais c'était il y a longtemps. Oui, a-t-il soupiré. Hélène, je voulais m'excuser. Pas seulement pour avoir ruiné nos projets pour l'Italie, mais pour tout le reste. J'étais égoïste, je ne pensais qu'à moi et à ma carrière. Et puis je t'ai trahi. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Ces excuses arrivaient 15 ans trop tard. Et tu sais ce qui est ironique, a poursuivi Alain. Je fais les mêmes erreurs avec Patricia. Je travaille tard, je manque des événements importants, je remets à plus tard les voyages ensemble. L'histoire se répète. Alain, ai-je finalement dit, j'apprécie tes excuses, mais je dois te laisser. J'ai mon cours de dessin. De dessin? A-t-il demandé, surpris. Tu peins à nouveau? Oui, et j'apprends à utiliser un ordinateur, et je prévois un voyage en Italie, et plein d'autres choses, ai-je dit, incapable de cacher la fierté dans ma voix. La vie ne s'arrête pas avec un divorce ou la retraite. Tu as toujours été plus forte que moi, a dit Alain doucement. Et plus sage. Je suis content que tu aies trouvé ton chemin. Après avoir parlé à Alain, j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction. Pas à cause de ses excuses. Elles ne signifiaient plus grand-chose pour moi. Mais parce que j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Autrefois, une conversation comme celle-là m'aurait déstabilisé pendant des jours,
me forçant à ressasser de vieilles blessures et douleurs. Maintenant, c'était juste une conversation avec quelqu'un de mon passé, une partie importante de mon histoire, mais pas quelque chose qui définissait mon présent ou mon avenir. J'ai ouvert mon carnet de croquis et j'ai commencé une nouvelle esquisse. Cette fois, ce n'était pas un vase de fleurs, mais un autoportrait. J'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai essayé de capturer non seulement mes traits physiques, mais aussi la nouvelle expression de confiance et de calme qui était apparue dans mes yeux. Le dessin était loin d'être parfait, mais il y avait de la vie, et c'était ça le plus important.